Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, on va parler de Dalmatien, de rock et de tremblement de terre. C'est parti pour la vidéo des meilleures sorties de la semaine. Mais avant de démarrer cette vidéo, et parce que je dois manger, ainsi que Samantha, sachez que le sponsor de cette nouvelle vidéo est la marque Pampling, la marque de t-shirts de geek. Aujourd'hui, je porte ce très beau t-shirt avec Léon dessus et Mathilda. Si vous souhaitez acquérir le même, eh bien vous n'avez qu'à suivre le lien en dessous de la vidéo en description et appliquer notre code GARDIEN20 et ainsi avoir moins 20%. Et ne faites pas comme moi, prenez la bonne taille, sinon vous allez vous retrouver avec une robe. On commence avec le film le plus attendu de la semaine, c'est Cruella de Jill Gillespie, ou Gillespie, je ne sais comment on disait son nom. C'est la 18e adaptation en prise de vue réelle des studios Disney et le film ici s'attache à imaginer, comme le titre l'indique, l'enfance et l'adolescence de Cruella, la méchante des 101 Dalmatiens. Alors c'est un film à l'esthétique très léchée, qui se déroule dans les années 70 à Londres, capitale à l'époque de la mode et du rock. Et toute la première partie est en fait un assez étrange mélange entre Oliver Twist et Le Diable s'habille en Prada. Le réalisateur, donc Jill Gillespie, à qui on devait déjà le très réussi Moi Tonya, s'en donne ici à cœur joie, on le sent en termes de décor, en termes de costumes. Après, sur la lumière, j'ai quelques réserves. Je crois que le chef-op s'est un petit peu fourvoyé en voulant donner une image très vintage, mais qui s'avère finalement assez grisâtre. Et le film, au final, semble aussi mal étalonné que Mandibule de Quentin Dupieux, ce qui est un petit peu dommage. Mais surtout, les studios Disney ont mis le paquet sur la bande-son. Une bande-son qui est absolument omniprésente et qui regroupe tous les sons les plus emblématiques des années 70, David Bowie, les Rolling Stones, Iggy Pop, etc. Je pense que le budget que Disney a mis dans les droits musicaux pour ce film pourrait sauver une bonne partie de l'Afrique de la famine. Mais bon, heureusement, ça permettra au moins aux enfants qui verront le film de découvrir le bon rock. En fait, tout le film Cruella baigne dans une atmosphère très rock. Déjà, grâce au choix de l'actrice principale, Emma Stone, qui a, je trouve, plutôt devrais-je dire Emma Rolling Stone, Emma Stone qui a, je trouve, quelque chose de profondément rock en fait, dans sa voix, dans son attitude, et qui, dans Cruella, eh bien, ajoute à son jeu quelque chose en plus de très burlesque, de très clownesque également, au sens noble du terme, parce qu'elle utilise son corps d'une certaine façon et elle utilise beaucoup la grimace également. C'est vraiment sur elle que repose le film, entièrement. Après, il y a quand même certains points qui sont assez critiquables dans le film, hein. Premièrement, 2h13, c'est vraiment trop long en fait. Il faut arrêter de faire des films aussi longs. Ensuite, eh bien, j'ai trouvé dommage que les chiens, qui sont un élément central du film, hein, j'ai trouvé dommage d'avoir opté pour des chiens numériques. Alors que je pense quand même Hollywood n'est pas en manque de chiens dressés pour le cinéma. Moi, un de mes films de référence quand j'étais petite, c'était L'Incroyable Voyage, qui reposait sur de vrais animaux. Et je trouve vraiment dommage aujourd'hui d'opter systématiquement pour des effets numériques. D'ailleurs, je prie le dieu du cinéma vraiment pour que Disney ne fasse jamais de remake de L'Incroyable Voyage avec des animaux en numérique. Après, ce reproche que je fais, il est vraiment global. D'une manière générale, le film baigne dans une surenchère d'effets numériques. Il y a une overdose d'effets numériques. On a l'impression que l'on va s'étouffer dedans, comme Jimi Hendrix dans son propre vomi. Vous n'étiez pas au courant qu'il était mort? Ah, putain. À la bourde. À la gaffe. Et dernier point, un détail, mais qui n'en est pas un, il faut vraiment arrêter de faire des blagues sur les gros dans les films pour enfants. Parce qu'à force en fait de mettre des personnages de gros qui passent leur temps à manger et qui sont tournés en ridicule, eh bien on apprend aux enfants à trouver normal le fait de se moquer des personnes en surpoids. Et c'est nul quoi, tout simplement. Après, Cruella, ça reste un film, voilà, globalement, encore une fois, très réussi, hein, qui va fonctionner sur toutes les générations de spectateurs. Et je pense que c'était clairement le pari que Disney avait fait avec ce film. N'empêche que chez Disney, ils sont quand même sacrément futés parce que avec Cruella, ils imaginent l'enfance du mal. Et s'ils commencent à faire des préquels, ce qui sera sans doute le cas sur tous les méchants des films Disney, ils sont quand même relativement tranquilles pour toutes les années à venir. On enchaîne avec Freaky de Christopher Landon, un film produit par Jason Blum, dont on retrouve ici le mélange d'impertinence, comme ça, d'humour et d'horreur, qui est vraiment sa marque. Et il est donc réalisé par Christopher Landon, qui à nouveau reprend le concept en fait d'un classique de la comédie pour en faire un slasher adolescent.
Dans son précédent film, Happy Birthday, il reprenait l'idée de Un jour sans fin en version horrifique, et dans Freaky, eh bien, il reprend le postulat de Freaky Friday, à savoir le body swap, l'échange de corps. Puisque dans Freaky Friday, alors il y a une version de 76 avec Jodie Foster, mais il y a aussi une version de 2003 avec Lindsay Lohan. Dans Freaky Friday, une adolescente échangeait involontairement de corps avec sa propre mère, et dans Freaky, eh bien, une adolescente échange de corps avec un serial killer. Alors je trouve personnellement cette idée mais absolument savoureuse, puisque en fait la prédation s'inverse. C'est-à-dire qu'une jeune fille innocente et fragile prend possession du corps d'un homme adulte fort et connu pour être extrêmement dangereux, et donc elle quitte son statut de proie pour devenir chasseur, ou du moins pour devenir quelqu'un qui fait peur aux gens, puisque eux voient le tueur à sa place. Ce qui est toujours un petit peu compliqué dans le body swap, quand il se fait entre un homme et une femme, c'est d'éviter de tomber dans le jeu caricatural, c'est-à-dire un jeu qui va singer les attitudes que sont censés avoir les hommes ou les femmes. Et ici, le côté comédie du film eh bien, ne repose pas sur le fait de caricaturer les comportements masculins ou féminins, il repose plutôt sur les quiproquos qui sont dus à cet échange de corps. Alors après, on est quand même beaucoup plus dans la comédie que dans le slasher, ça reste gentil et assez peu gore, mais c'est tout à fait réjouissant, voire même jouissif, voire même réjouissif. On passe maintenant à Viviane et Johnny, un documentaire. Alors vous avez tous sans doute déjà vu Walk the Line, le biopic avec Joaquin Phoenix qui incarne Johnny Cash et Reese Witherspoon qui incarne June Carter, la musicienne et chanteuse qui, selon la légende, a sauvé Johnny Cash de ses démons et qui est restée avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Mais est-ce que vous connaissiez Viviane Liberto, la première femme de Johnny Cash avec qui il est resté très longtemps et avec qui il a eu 4 enfants? Je ne crois pas, non. Ce documentaire retrace leur histoire d'amour, une histoire d'amour qui était à la base bien plutôt banale, jusqu'au jour où Johnny Cash devient extrêmement célèbre et jusqu'au jour où il tombe dans l'alcool et dans la cocaïne. Ce documentaire, il parle d'une femme qui a été invisibilisée par l'histoire. C'est une femme dont on n'a pas retenu le nom, et c'est une femme qui a beaucoup souffert de la célébrité soudaine de son mari, qu'elle va vraiment vivre comme un cauchemar. Elle va tenter en plus de sortir son mari de ses addictions sans succès. Elle va être menacée de mort par des groupes racistes parce qu'elle était métisse. Elle va se faire piquer son mec par June Carter. Et pour couronner le tout, donc un biopic Walk the Line sur Johnny Cash va sortir, un biopic dans lequel elle sera dépeinte comme une hystérique et comme une femme tout à fait ingérable qui a été finalement un frein à l'épanouissement artistique de son mari. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est déjà qu'il rappelle ce que c'était que d'être une femme dans les années 50-60, à savoir qu'à l'époque, vous deviez rester à la maison, vous dépendiez de votre mari, et si jamais vous aviez le malheur de divorcer, vous étiez complètement rejeté. Ce qui est intéressant ensuite, c'est que l'histoire que le film raconte, que ce documentaire raconte, elle est finalement assez banale, assez classique, assez universelle, dans le sens où une femme qui essaye de sauver son mec de ses démons et qui non seulement souffre de ne pas y arriver, mais qui en plus va être tenue responsable de tous les problèmes de son mari par l'opinion publique, c'est dans l'histoire de la musique quelque chose qu'on en a beaucoup retrouvé. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique, et le documentaire explique très bien tous les mécanismes qui font que l'on arrive à cette situation, et notamment la façon dont les médias sont impliqués là-dedans. Et puis, au travers du destin de cette femme, c'est également d'autres facettes de Johnny Cash en tant qu'artiste et en tant qu'homme que l'on va découvrir. C'est donc un documentaire tout à fait intéressant. Et on termine cette vidéo avec Tokyo Shaking, un film français de Olivier Payon. Alors pour la petite histoire, en fait j'ai vu ce film par erreur. Je me suis trompée de projection presse, j'étais censée aller voir Teddy, un film de loup-garou dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et dès les premières images, lorsque j'ai vu des japonaises chanter, je me suis dit, il y a un souci. Là ça manque de loup-garou, je pense que je me suis trompée de film, mais évidemment je suis restée car j'étais quand même très contente de voir donc Tokyo Shaking, qui raconte la catastrophe de Fukushima. Rappelez-vous, c'était en 2011, et cette catastrophe, elle va être racontée à travers les yeux de Alexandra, interprétée par Karen Viard, qui est employée dans une banque française à Tokyo. Dans ce film, la catastrophe est relatée, et c'est ce qui est tout à fait passionnant, du point de vue des employés de la banque qui viennent tous de pays différents et qui sont tous dévoués au capitalisme triomphant. Et
Alexandra, donc, qui est interprétée par Karine Viard et qui se décrit elle-même comme un bon petit soldat, qui obéit aux ordres de sa hiérarchie, eh bien, va remettre ce système en question en même temps que la situation dans le pays s'aggrave, donc avec la centrale qui menace d'imploser, et en même temps que, eh bien, très peu d'informations filtrent au sujet de cette explosion. La mise en scène, elle est absolument impeccable, la narration du film, elle est très bien gérée. D'ailleurs, et c'est un compliment, cette narration, elle m'a fait penser à Titanic de James Cameron, dans la façon de montrer que la catastrophe est d'abord minimisée par les personnes les plus puissantes qui en sont pourtant responsables, parce qu'il faut savoir qu'en fait la centrale à Fukushima était gérée par un organisme privé et que cette société n'a pas voulu surélever les digues pour protéger la centrale, pour éviter des dépenses supplémentaires, et voilà comment ça s'est terminé. Et également dans Tokyo Shaking, eh bien, comme dans Titanic, la catastrophe révèle des luttes entre les classes et la catastrophe finalement va finir par exacerber la solidarité et la combativité des gens qui la subissent le plus. Alors j'ai eu en revanche quelques réserves au sujet de l'interprétation de Karine Viard, dont j'apprécie pourtant habituellement le jeu, mais qui je trouve se parodie un peu ici, notamment dans cette diction. Et puis surtout, eh bien, le film il se déroule sur une unité de temps qui est très précise, quelques jours à peine, mais le brushing de Karine Viard reste toujours parfait. Alors, Karine Viard subit quand même dans ce film un séisme violent, un tsunami, une implosion de centrales nucléaires, de fusion de réacteurs. Elle court, elle dort, elle fait du vélo, elle transpire, elle panique, mais son brushing reste toujours en place. Ça peut paraître un détail, mais pour moi, eh bien, ça m'empêche de voir le personnage qu'elle est censée interpréter. Je ne vois pas le personnage, je vois l'actrice. Je vois l'actrice qui a demandé à être toujours parfaitement coiffée tout au long du film. Voilà. Et je trouve ça un petit peu dérangeant en fait, puisque son rôle implique que le personnage ne soit pas parfait, que son physique ne soit pas parfait et que son physique surtout s'abîme au fur et à mesure que l'intrigue avance. À part ça, j'ai vraiment trouvé globalement que le film était très réussi, je vous le conseille fortement, déjà parce qu'il rappelle donc ces événements et on en apprend également plus sur ce qui s'est passé à Fukushima parce que ça date quand même d'il y a une bonne dizaine d'années, donc c'est un petit peu loin. Par ailleurs, le réalisateur Olivier Payon a également coécrit cette BD. En toute conscience, que je vous recommande, mais chaudement, car nous ne sommes pas que les gardiens du cinéma. Non, nous nous intéressons également à la BD et au tuning. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des films parmi ceux dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre les tremblements de terre et les coiffures de Karine Viard. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est une femme qui a beaucoup soudé... Ah, j'ai envie de me foutre des tartes. Et dernier point... Aïe. Ce que le film évite très bien, non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Eh bien, ce documentaire retrace leur histoire